Staline dans mon jardin de Vincent Caumont. Mon couple avait agonisé à petit feu, une sorte de lente débâcle napoléonienne. Un jour, ma femme m'avait annoncé qu'elle ne me supportait plus. C'était en plein hiver, un séjour familial à la neige, ma Bérésina. 2 ans plus tard, elle pliait bagages, ce fut mon Waterloo. Elle prit ma fille et mon garçon, je gardai la maison. Je me retrouvai sur ma Sainte-Hélène de 1000 mètres carrés, épié par mes voisins, comme si ma femme leur avait laissé les clés de mon exil. J'étais une bête curieuse, une personne seule dans un lotissement où l'on ne perdait son conjoint que de mort naturelle. Aucune épouse encore n'avait quitté sa maison avant que la mort ne l'en sépare. J'étais un veuf par préméditation, j'étais un divorcé. Évidemment, mes mésaventures alimentèrent les discussions. Le samedi matin, après le passage du facteur, ce que j'appelle le rendez-vous des boîtes aux lettres, quand tout le monde sort récupérer son courrier, les gens s'attardaient sans raison. Leur bonjour restait naturel, mais dès que je leur tournais le dos, j'entendais les murmures, je sentais les regards, je percevais le désaveu. Le pire de mes geôliers, c'était la voisine d'en face, Madame Briard, 70 ans. Postée derrière sa fenêtre, elle montait la garde. Après le décès d'un mari, c'est une façon comme une autre d'occuper son existence. Quelques années plus tôt, Monsieur Briard avait trouvé la mort dans son garage. Crise cardiaque ou peut-être intoxication au gaz d'échappement, je crois que personne ne savait vraiment comment. Peu importe, le résultat était le même. Madame Briard, avec son regard inquisiteur, ne me lâchait pas d'une semelle, y compris depuis son jardin, car si elle avait bien une chose pour elle, c'était son massif de fleurs, d'une prospérité saisissante. Dès le mois d'avril, c'était un festival de lilas, de glycines du Japon et de tulipes. À la fin du printemps, ces rhododendrons blancs et roses venaient parachever le tableau, un vrai feu d'artifice. Les persiflages et les regards en coin ont persisté une saison ou deux, sans réellement m'affecter. Je continuais à enseigner l'histoire à mes collégiens, trouvant même un certain plaisir à leur dépeindre avec fougue la retraite de Russie, version héroïque de mon naufrage marital. Lier la petite histoire à la grande, c'est une de mes marottes, ça permet de mettre des majuscules aux accidents de la vie. À la longue, les choses sont revenues à la normale. L'air a retrouvé sa composition ordinaire, les molécules d'oxygène qui parvenaient à mes poumons n'étaient plus prémâchées par de mauvaises langues. Comme toute personne s'installant de manière prolongée dans le célibat, j'ai hésité à prendre un chien. J'ai finalement opté pour le jardinage. À défaut de voir grandir mes enfants, je me consolais à l'idée de voir pousser quelque chose qui vint de moi, ne fût-ce qu'une botte de poireaux. Mes espoirs furent cependant déçus. La première récolte ne donna pas grand-chose, la suivante guère plus. J'avais beau y mettre tout mon cœur, le sol de mon jardin ne voulait rien rendre de bon. Je commençais à envier la terre de Madame Briard, qui donnait naissance à de si beaux rhododendrons. J'en étais là quand la maison d'à côté fut mise en vente. Pas de divorce, juste une mutation professionnelle. Les visites se succédèrent, de jeunes couples, essentiellement. Avec toute cette agitation, Madame Briard était sur le qui-vive, ses rideaux voletaient continuellement. Les nouveaux propriétaires, un couple sans enfants, emménagèrent au printemps. Entre nos 2 jardins, il n'y avait qu'une légère clôture, plantée de part et d'autre de fleurs chétives. Ce fut mon premier sujet de discussion avec Anna. Je l'avais aperçue plusieurs fois durant les premiers jours de leur installation. Son allure, sa démarche, alors qu'elle s'activait pour donner vie à sa nouvelle demeure, sa façon de s'approprier son domaine était celle d'une princesse polonaise, d'une Marie Walewska.
Je n'arrivais pas à détourner mes yeux de sa chevelure blonde, de son teint clair, de sa grâce d'un autre temps. Très vite, elle s'intéressa aux potentialités de son jardin. Par un bel après-midi, alors que j'étais occupé à semer haricots et concombres, je la surpris à inspecter l'état de notre frontière commune, notre no man's land, où les rares plantations étaient à l'agonie. Voyant son air navré, je lui confiai que, malheureusement pour nous deux, nous n'étions pas du bon côté de la route. Le pays du rhododendron luxuriant s'arrêtait en face et je lui montrai le massif de fleurs de Madame Briard. « Vraiment ?» me dit-elle avec un sourire délicieusement moqueur. « Quel dommage que la frontière des bons jardiniers s'arrête à nos pieds. »« Ce ne sont pas les jardiniers qui sont à blâmer, c'est la terre. Elle ne donne rien. » J'avais dit cela d'un ton volontairement plaintif, cherchant de sa part quelque compassion qui eût marqué sa première attention à mon égard. Et pourquoi ne pas le vérifier? La terre, est-ce qu'elle est? Elle ne changera plus. Mais moi je suis nouvelle, et j'ai quelques talents à faire valoir. Le printemps prochain, si mon jardin est aussi beau que celui d'en face, c'est que vous vous serez trompé. Pari tenu, répliquai-je aussitôt, amusé d'être ainsi mis au défi. Nous prîmes bientôt congé, et je passai le reste de la journée dans un agréable état d'excitation à l'idée de partager avec cette femme de longs mois de complicité florale et potagère. Je vécus avec intensité les mois qui suivirent, heureux à la fois des jours passés en compagnie d'Anna et des lendemains qui me promettaient un plaisir identique. Chaque jour, de beau temps, lorsque je ne donnais pas cours, je sortais, la bêche à la main et le cœur en bandoulière. Au début, nos conversations tournèrent malicieusement autour de notre pari. C'était notre point d'accroche. Quelques remarques lancées pour défier l'autre, une émulation joyeuse. Puis nous apprîmes à nous connaître. Nos discussions prirent de l'importance, nous lâchions nos outils et nous parlions longuement. Parfois, lorsque Madame Briard s'absentait, nous installions des chaises, j'apportais des verres, et nous trinquions au-dessus de la clôture, ce Rubicon que la surveillance constante du voisinage nous interdisait de franchir. Comparé à notre vieille voisine, le mari d'Anna ne joua qu'un rôle accessoire dans le déroulement de notre premier été. Sa présence ne se manifestait qu'en fin de journée. Lorsque nous percevions le bruit de sa camionnette, il était installateur de volets électriques. Nous avions alors le temps de nous replonger dans les tâches que nous avions abandonnées. Le week-end, il lui arrivait régulièrement de s'absenter. Du travail non déclaré, sans doute. Mais ce n'est pas le genre de sujet que j'abordais avec Anna. Pour l'heure, il semblait me considérer comme une inoffensive plante gesticulante qui ne servait qu'à agrémenter le jardin voisin du sien. Je n'étais pas dans sa sphère de réalité. Son air renfrogné, ses mains puissantes et son regard dur lorsqu'il croisait le mien m'invitaient cependant à la prudence. Certains ours des steppes peuvent vous abattre d'un coup de patte dès lors qu'ils vous considèrent comme une menace. Anna me raconta peu à peu son histoire. C'était une princesse qui s'était perdue avec une brute. La fin de ses années de lycée l'avait laissée dans une grande indécision. Elle se chercha, se jetant pleine d'enthousiasme dans des voies qu'elle délaissait au bout d'un semestre, perdant peu à peu le fil de ses rêves et de ses ambitions. La trentaine approchant, à force de voir ses amis se marier ou avoir des enfants, alors qu'elle-même n'avait encore rien construit, elle se convainquit que la vie de famille pourrait lui apporter la forme de bonheur qu'elle attendait. Elle vivait depuis 6 mois avec un garçon et misa tout sur lui. Elle travaillait alors comme assistante de direction dans une petite entreprise. Tout allait bien. Ils allaient pouvoir s'offrir une maison, commencer à bâtir une existence. Ils se marièrent. Peu à peu,
Le garçon se montra taciturne, il s'absentait souvent, les disputes commencèrent. C'est à ce moment qu'Anna perdit son emploi. Cela aurait pu remettre tout en cause, mais les parents du mari avancèrent l'argent nécessaire pour contracter l'emprunt de la maison et Anna se laissa porter par les événements, sans réagir. Nos discussions prirent fin en octobre, avec l'arrivée du froid et la récolte de mes dernières carottes. Entre-temps, j'avais repris mes cours et le rythme de nos rencontres s'en était ressenti. Tous deux, nous n'aspirions plus qu'à une chose, le retour des beaux jours, vite! Pour notre malheur, l'hiver dura plus que de coutume. Nos longues conversations au téléphone ne parvenaient pas à combler le vide de ne pouvoir se voir. Pire, elles ne faisaient qu'accroître notre impatience, notre frustration. Mais l'attente allait bientôt prendre fin. Le printemps n'avait jamais été si proche. Chaque jour, je me nourrissais de cette pensée. J'en étais tant absorbé qu'un soir, rentrant chez moi, je ne m'aperçus pas tout de suite du drame qui s'était joué dans le jardin pendant mon absence. À la place de la clôture, on avait commencé à élever un mur. Je passai la soirée dans un état de désespoir avancé, un verre à portée de main et le regard dans le vide. Dans l'intervalle, Anna, en pleurs, m'avait tout expliqué au téléphone. Durant des mois, son mari nous avait observés sans rien laisser paraître, alors que nous le pensions indifférent à la complicité qui se nouait entre nous. Il avait cultivé sa jalousie. Elle avait fermenté, s'était répandue dans ses veines, jusqu'à ce qu'il la fasse éclater, à coups de truelle et de béton. Le mari nous faisait le coup du mur de Berlin. Ce n'était pas un ours des steppes de Russie, c'était un ogre soviétique, c'était Staline dans mon jardin. En plein mois d'août, alors que la réplique pavillonnaire du rideau de fer me séparait d'Anna depuis 5 longs mois, le mari, tout comme sa camionnette, disparut. Comme cela lui arrivait régulièrement, il s'était absenté le week-end, mais n'était pas réapparu. À ma grande surprise, les gendarmes ne s'éternisèrent pas sur l'affaire. Ils furent rapidement convaincus que sa disparition était liée à l'une des magouilles dans lesquelles, semblait-il, il trempait à droite et à gauche. Sans doute avait-il cherché à échapper à un client floué particulièrement mécontent. Bien sûr, cette affaire ne manqua pas de braquer l'attention du voisinage sur nos 2 maisons. Madame Briard, en particulier, n'avait rien raté des allées et venues des gendarmes en uniforme. Au bout de quelques mois, les regards se firent moins pressants et Anna vint emménager chez moi. Nous abattîmes le mur et sa maison fut vendue. Notre premier grand projet fut de nous occuper de notre jardin. Nous n'étions plus rivaux, mais partenaires. Nous voulions faire quelque chose de beau. Notre entreprise fut couronnée de succès. Nos fleurs étaient aussi resplendissantes que celles de Madame Briard. Anna, naturellement, prétendait que c'était là son œuvre, qu'elle avait gagné son pari. Une personne, cependant, savait que ce n'était pas tout à fait vrai. Heureusement pour nous, cette personne, j'en étais convaincu, garderait le secret. C'était une certitude, elle ne parlerait pas. Et pourtant, aucun pacte n'avait été conclu. Tout tenait à un regard échangé de jardinier à jardinier, l'un penché sur ses rhododendrons, l'autre sur ses légumes. Un moment, nous avions cessé notre travail et nous nous étions dévisagés. Ça n'avait rien d'un défi entre 2 jardiniers rivaux. Non, ça n'avait rien à voir, car tout venait de la terre, comme je l'avais toujours dit à Anna depuis notre première rencontre. Madame Briard aussi avait tué un mari. Pas étonnant que je ne me souvinsse pas des raisons de son accident. Il n'y en avait pas eu. Tous 2 nous avions offert un mari à la terre de notre jardin, et désormais,
elle nous le rendait à pleine brassée de fleurs éclatantes. Combien de jardins prospèrent ainsi sur la mort d'un époux? Combien de bonheur fondé sur un crime? Le mieux est sans doute de ne pas y penser. Il faut cultiver notre jardin, comme disait le Candide de Voltaire, et même si certains n'y enfouissent guère plus que leurs chiens ou leurs chats, je ne peux m'empêcher de penser au nombre de gens qui, sans toujours en être aussi conscients que je le suis moi-même aujourd'hui, ont trouvé leur ticket pour le bonheur, le moyen d'ensevelir sous quelques centimètres de terre l'insatisfaction de leur vie passée. Une maison avec jardin.